Alors au début, quand on a fait la programmation, moi je tenais vraiment à ce qu'il y ait un film, enfin ce qu'on appelle, on pourrait presque dire le cinéma dossier, critique, enquête italien, qui a été un genre extrêmement fort dans le cinéma italien. En gros, début des années 60 au milieu des années 70, il y a eu toute une série de cinéastes qui ont tenté de passer au crible la réalité italienne et son histoire. Hein. C'est aussi bien, on pourrait dire, le débarquement des Alliés, l'ouverture du marché commun en 57, le miracle économique ou le faux miracle économique, les problèmes politiques. On voit bien combien la question de l'histoire et de la politique en Italie, quelque chose qui a infusé beaucoup de films, y compris les comédies italiennes. Mais il y a eu presque un genre qu'on a appelé le film dossier, hein, qui s'est intégralement attelé à ça. Alors quand on parle de film dossier, évidemment, on pense immédiatement à un cinéaste qui est Francesco Rosi. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Francesco Rosi, de toute cette génération d'ailleurs de cinéastes nés dans les années 20 ou au tout début des années 30, qui étaient Bonicelli, Dino Risi, Ettore Scola, etc., c'est le seul qui est encore vivant. Hein, il est né en 1922, Francesco Rosi, il a 91 ans aujourd'hui, et voilà, il y avait un hommage qui lui a été rendu à la Mostra de Venise l'année dernière, mais il est encore vivant. Et c'est un type, moi j'avais la chance de le rencontrer 2-3 fois, dont la dernière fois c'est il y a 2 ans. Il est encore extrêmement alerte, il parle très bien français, un type absolument fascinant. Et donc Francesco Rosi, je vous en reparlerai évidemment après. Donc il est né en 1922, c'est un cinéaste qui est d'origine napolitaine, ça compte ça. À chaque fois je vous dis ça, vous savez, je vous dis toujours, c'est important de savoir d'où viennent les cinéastes italiens, comme c'est important de savoir d'où viennent les cinéastes américains. Parce que quand on est né à Chicago, à New York ou à Los Angeles, on ne fait pas les mêmes films. Et de la même façon, quand on est né à Milan, à Rome ou à Naples, on ne fait pas les mêmes films. Et donc c'est vraiment un méridional, c'est un cinéaste du Sud, Francesco Rosi, évidemment exact aussi comme Lucky Luciano, qui est un gangster d'origine napolitaine, et donc il a beaucoup tourné dans le sud de l'Italie. Il est né en 22, il commence en fait, alors il a un drôle de parcours Francesco Rosi, parce qu'il commence à écrire dans des revues d'art, il fait différents métiers, il travaille à la radio, etc. Il espère pendant très longtemps pouvoir vivre on peut dire de sa passion pour les arts, l'écriture, le théâtre dans le sud de l'Italie. Ça se fait pas, et donc il décide de partir à Rome. Et c'est là, à la fin des années 30, début 40, que sa carrière va décoller, puisqu'à Rome, il va se retrouver en 46 avec tous les futurs très grands cinéastes du cinéma italien, et notamment, il y en a beaucoup, et notamment Luchino Visconti. Alors ça fait un lien avec le premier film du cycle qu'on a vu, Violence et Passion, puisqu'il va rencontrer Luchino Visconti, et Visconti va lui proposer d'être l'assistant réalisateur à Francesco Rosi sur La Terre tremble. La Terre tremble, qui est un des films importants, hein, on dit presque un des films fondateurs de ce qu'on appellera plus tard le néo-réalisme. Bon. Et donc Francesco Rosi, il commence en travaillant avec Luchino Visconti. Il va ensuite être assistant réalisateur de Senso, hein, notamment, et de Bellissima, ce qui est un film, pour moi, un des plus beaux films de Visconti sur le mirage, hein, de Cinecittà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Bellissima avec Anna Magnani. C'est un film extraordinaire. Bref. Et donc Francesco Rosi, il commence comme assistant réalisateur de Luchino Visconti, et puis en 58, il va faire son premier film qui s'appelle le Défi. C'est un film qu'on a un peu de mal à voir aujourd'hui, et c'est drôle parce que c'est d'emblée, dès son premier film, le premier sujet qu'il traite, c'est la mafia, plus précisément la Camorra napolitaine. Et voilà, ça va devenir, on pourrait dire, un de ses chevaux de bataille, hein, la question non seulement de la mafia, mais de la corruption et du rapport permanent en Italie entre la mafia et le pouvoir. C'est le grand sujet des films de Francesco Rosi. Alors, il fera d'autres films. Il fera Carmen, notamment, Le Christ s'est arrêté à Eboli. Il y aura d'autres incartades dans d'autres genres, mais le corps essentiel du cinéma de Francesco Rosi, que ce soit Le Défi, Imagliari, qui est un film qui réalise en 59, qui est absolument génial, avec Alberto Sordi, qui raconte aussi, mais je vous en parlerai après, une histoire de mafia, ou comment, à un moment dans l'histoire de l'Italie, la mafia était on peut dire une petite structure artisanale, presque encore une secte, une société secrète, et va un jour être frappée par le capitalisme et va devenir une espèce d'entité beaucoup plus menaçante au pouvoir grandissant. Ce que racontent souvent les films de Francesco Rosi, c'est cette métamorphose de la mafia, on pourrait dire une petite société secrète en une structure beaucoup plus importante, qui a un réel pouvoir. Donc Imagliari, ça c'est en 59. Ensuite, il réalise un film qui est le pendant de celui que vous allez voir là. C'est bien de l'avoir en tête, je ne sais pas si c'est qui est Salvatore Giuliano, en 61. Hein, alors évidemment, c'est D'ailleurs, j'ai revu il n'y a pas longtemps Lucky Luciano et j'avais le sentiment que c'est vraiment deux films qui fonctionnent ensemble. Hein, Salvatore Giuliano qui raconte l'histoire, vous connaissez évidemment, de Salvatore Giuliano qui sera assassiné en 1950, et la façon dont
les carabinieri, enfin la police italienne, la mafia et Giuliano ont à un moment donné ensemble tenté on pourrait dire, de diriger l'Italie, d'influencer notamment le destin de la Sicile, jusqu'au jour où Giuliano a été en trop et a été exécuté, on pourrait dire de concert, par la mafia et par la police italienne. Donc Giuliano, c'est un film important, non seulement parce que c'est encore une fois Rosi qui s'intéresse à la question de la mafia, à la question de son rapport avec le pouvoir, mais aussi, et peut-être je dirais même surtout, parce que c'est là qu'il invente une méthode de tournage et esthétique qu'on va retrouver dans Lucky Luciano. Jusque-là, il faisait des films qui étaient, grosso modo, qui étaient à mi-chemin du film de gangster américain, il y avait encore ces codes-là, et du néoréalisme, si vous voulez. Hein, c'est vraiment c'est ça qui est très drôle avec Francesco Rosi, c'est qu'il a toujours tenté de trouver l'équilibre parfait entre d'un côté un cinéma néoréaliste, documenté, très critique, et de l'autre, vous allez le voir là, des séquences qui sont tout droit sorties des films de gangsters américains. Et il tente de trouver un juste équilibre là-dedans. Et avec Salvatore Giuliano, il va faire presque le premier grand film dossier de sa carrière, où il va mener l'enquête sur l'histoire de Giuliano. Et les grandes dates de son histoire, avec, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il y a eu, faut pas que je sois trop long, mais il y a eu en 1947 une date très importante dans l'histoire de l'Italie, qui est le massacre de la Porta di Ginestra, qui est le moment où Giuliano et les siens vont tirer sur, on pourrait dire, une manifestation, un rassemblement communiste à l'époque en Sicile. Et toute la question, c'est de se dire, mais pourquoi Giuliano, qui était l'homme qui soutenait les paysans, qui était une sorte de Robin des Bois, qui voulait redistribuer les richesses, un jour s'est mis à tirer sur les siens. Et donc c'est quelque chose qui fait partie des énigmes de l'histoire politique italienne extrêmement importante, si vous voulez. Bon. Et donc il va faire Giuliano. 2 ans plus tard, il réalise Main basse sur la ville, peut-être un de ses films les plus connus. Hein, là pour le coup sur la corruption, le rapport entre la mafia, l'État, la construction immobilière, etc. Et c'est Rod Steiger qui joue dedans. Je dis ça parce que vous allez revoir Rod Steiger dans ce film-là, dans un petit rôle. Et puis va arriver ensuite, il y aura d'autres films, et puis va arriver ce qu'on appelle la trilogie des années 70, à laquelle appartient Lucky Luciano. Le premier de ces films-là, dans lequel, là pour le coup, Francesco Rosi s'attaque à la question de la mafia et du pouvoir sous le mode d'un film dossier. Vous allez voir, il faut s'accrocher quand même devant Lucky Luciano. Mais vraiment, vraiment s'accrocher. C'est un film formidable et c'est un film difficile. Bon. Et le premier film, c'est L'affaire Mattei, en 72, un film qui enquête tout simplement sur l'assassinat un peu étrange, mystérieux d'un de magnat de la pétrochimie en Italie, joué par Gian Maria Volonté déjà. Volonté va être un des acteurs fétiches de Francesco Rosi. Et le deuxième de cette trilogie-là, c'est Lucky Luciano, donc en 73. Et le dernier, ça sera ce chef-d'œuvre qui est Cadavrezewski, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Lino Ventura, en 76. Bon. D'ailleurs, ces 3 films, on a presque le sentiment par moment que les séquences sont interchangeables, que des dialogues pourraient passer d'un film à un autre. C'est vraiment une trilogie, c'est une œuvre presque de 5h30. Ce sont ces 3 films-là. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Sachez juste que le film, en fait, fait appel en permanence à des éléments un peu clés de l'histoire de l'Italie et dans son rapport à la fois à la mafia, la libération. Voilà. Vous allez voir, il y a des moments, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de mafieux. On va entendre, alors, je sais pas, ce soit D'Alessandro, ce soit Vito Genovese, évidemment Lucky Luciano, Meyer Lansky. Voilà, quand on aime le film de mafia, on est hyper content parce qu'ils sont tous là, sauf Capone. Mais en gros, il y a beaucoup, beaucoup de noms, il y a beaucoup d'événements. Et ce qui caractérise le cinéma de Francesco Rosi, c'est que c'est des films qu'on ne ferait plus aujourd'hui. On ne pourrait plus faire des films comme ça. C'est un cinéma qui postule, on pourrait dire, le savoir, ou la culture, ou l'intérêt, ou la connaissance du spectateur. Voilà. Il ne vous explique pas ce que c'est que pendant 2 heures, pour quelle raison tel gouverneur, ou ce qui s'est passé sur le port de New York en 1942, ou la nuit des vêpres siciliennes, vous êtes censé le savoir. Voilà. Alors il y a des moments, évidemment, il y a une petite voix off qui vous rappelle rapidement ce qui se passe en 1931, ce qui se passe dans ce resto de Coney Island à tel moment. Bon, on en reparlera après, parce que c'est presque un film qu'il faudrait voir 2 fois. D'ailleurs, vous allez voir, et c'était la même chose dans Salvatore Giuliano, c'est qu'aujourd'hui un film comme ça, il durerait sans doute 2 fois plus de temps parce que n'importe quel producteur dirait mais il faut tout expliquer. Hein, il y a des personnages, où ils viennent, pourquoi ils disent ça, et voilà, il y aurait des cartons, il y aurait des voix off. Voilà. Aujourd'hui, on constate qu'il faut mâcher beaucoup plus de travail au spectateur, ce qui était moins le cas il y a 40 ans. On lui faisait confiance, on lui disait il doit savoir. S'il ne sait pas, tant pis pour lui, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Hein, c'est que moi, ça me plaît. Cette idée qu'il y a une exigence, il faut bosser l'histoire de l'Italie avant d'aller voir un film de Rosi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Moi, j'avais un peu bossé, vous sans doute autant ou encore plus. Donc, c'est un film qui est passionnant. Vous allez voir, parce que, alors, c'est Gianmaria Volonté, évidemment, qui joue le rôle de Lucky Luciano. Et quand on pense à Gianmaria Volonté, on pense souvent à un type un peu hystérique, toujours au bord de l'explosion. Vous l'avez vu dans les films de Sergio Leone, dans Solima, le mois dernier, c'est lui qui jouait avec Thomas Milliam, dans les films d'Elio Petri, parce qu'il a été un des acteurs fétiches aussi d'Elio Petri. Enquête sur un citoyen qu'on va passer, La classe ouverte va au paradis, etc. Et Gianmaria Volonté, c'est souvent un acteur auquel on reprochait d'en faire un peu trop. Et là, vous allez voir ce qu'il fait dans le film. Je pense qu'on n'a jamais vu un Gianmaria Volonté aussi sobre dans toute l'histoire de sa carrière. C'est dans ce film-là, Lucky Luciano. Et dernière toute petite chose, moi c'est un truc que j'aime bien, la musique est composée par Piero Piccioni, qui est un des grands compositeurs de la musique italienne de l'époque, parce qu'on ne peut pas parler du cinéma italien, comme la plupart des cinémas en général, sans parler de la puissance évidemment de la musique des grands compositeurs italiens de la période. Donc pardon pour cette intro un peu longue, je serai plus court après. Donc bonne projection, 73, Lucky Luciano. Alors, non mais en fait, ce qui est drôle, c'est que je vous disais tout à l'heure que le film, il est très précis, parce que Francesco Rosi, à chaque fois qu'il a fait comme ça des films sur des périodes de l'histoire de l'Italie ou des figures de l'histoire italienne, il s'est, comme souvent et beaucoup, vraiment énormément documenté. Donc tout ce que vous voyez dans le film a vraiment eu lieu. Il y a d'ailleurs des séquences qu'on repère extrêmement vite, qui sont les séquences, on pourrait dire, qui sont un peu romantisées, si vous voulez, sur les quelques séquences de massacre, un peu comme des vignettes qu'on voit de temps en temps, notamment surtout au début du film, au ralenti, avec des impacts de balles extrêmement visibles. On a l'impression que c'est du Peckinpah, avec ces espèces de côtés très enfumés. Et là, c'est assez drôle parce que je pense que Francesco Rosi s'amusait avec les codes du film de gangster hollywoodien, cette espèce de façon extrêmement théâtrale des personnages, des hommes en train de tomber, tués par des hommes de l'ombre d'ailleurs, avec des éclairages qui sont presque fantastiques. On sent que là, le film change complètement de registre au moment où on a la tuerie. Enfin, disons, pour être plus précis, que tout ce qui intéresse le cinéma hollywoodien, en fait, n'intéresse pas Francesco Rosi. Et c'est quand même pas inintéressant de rappeler que Lucky Luciano sort exactement entre les deux parrains. Le parrain, c'est 72, Lucky Luciano 73, et le parrain numéro 2, ça sera 74. Donc ce qui explique aussi le fait qu'à l'époque, le film de mafia est très très à la mode, évidemment. Il y a eu des films de mafia réalisés évidemment bien avant, Lex Diamond, enfin il y a beaucoup, notamment le film noir américain s'est intéressé très souvent à des figures de la mafia, Al Capone, etc. Mais on faisait presque des films de gangsters un peu romantiques, que ce soit Scarface dans les années 30, L'ennemi public, Little Caesar, et puis ensuite des films comme Capone, etc. Il est évident qu'il y a un traitement, quoi qu'on pense de ces films, il y a des chefs-d'œuvre là-dedans, il y a un traitement hollywoodien, on pourrait dire américain du gangster. Souvenez-vous, dans les années 30 par exemple, il y a eu toute une période au cours de laquelle les gangsters étaient des héros de films américains, et beaucoup de jeunes spectateurs s'identifiaient totalement d'ailleurs à ces figures-là. Alors c'est intéressant la séquence avec les marins américains, lorsqu'on voit que évidemment Lucky Luciano est une star, et on vient lui faire signer des autographes comme à une star. Et dans les années 30, il faut rappeler que le cinéma, que l'État américain, notamment via le système des codes de censure, etc., s'inquiétait beaucoup du fait que James Cagney, Paul Muni, tous ces gens-là devenaient un peu des modèles pour les spectateurs, pour les jeunes américains, incarnant quand même des gangsters. Et puis il y a eu un moment où il y a eu un retour de bâton, où on s'est dit non, il faut que tous ces films-là se terminent par des séquences un peu morales, où finalement le gangster est tué, en gros le crime ne paie pas. Il n'empêche que pendant 1h45, on avait vu James Cagney qui avait une vie de rêve, à la fin il mourait en 20 secondes, mais c'est pas grave, ce qu'on a retenu quand même c'était la vie de James Cagney. Et donc il y a quand même toute une histoire on pourrait dire de la romantisation du gangster américain que se refuse de faire Francesco Rosi. Il se refuse par deux moyens, on pourrait dire. La première, c'est qu'on n'approche jamais vraiment de Gianmaria Volonté. C'est assez fascinant dans le film, c'est qu'on a un film qui s'appelle Lucky Luciano, qui dure près d'1h55, et on a l'impression qu'on tourne autour d'une figure extrêmement mystérieuse. Et même le jeu très rentré de Gianmaria Volonté fait qu'il exprime très peu de choses. On a l'impression que c'est un peu comme une sorte de monolithe noir,
sans mauvais jeu de mots, finalement un personnage qu'on ne comprend pas vraiment. Et alors il y a deux façons de se situer par rapport à ça, où on dit finalement Lucky Luciano c'est une énigme en soi, l'homme, son destin absolu, auquel cas voilà, Francesco Rosi filme un mystère qu'on ne percera pas. Il y a 2-3 petits moments. Alors par exemple au tout début du film, lorsqu'il est expulsé des États-Unis, qu'il est sur le port de New York, et il y a un très beau chant contre chant, on voit le visage de Lucky Luciano et le contre-chant sur la Statue de la Liberté, qui est le moment où toute cette vague d'immigrés d'Europe et notamment italiens au tout début du XXe siècle est arrivée. Il a fait le trajet dans un sens et il le fait dans l'autre. Il y a 2-3 moments comme ça où il se tourne vers la femme qui pleure les morts de la mafia, un autre moment où il est avec ses amis, avec le prêtre, etc. Mais on a quand même le sentiment d'un être totalement impénétrable. On est très très loin du biopic classique, qui nous prendrait Lucky Luciano à son arrivée en Italie en 1906, et puis on le verrait tranquillement gravir les échelons, parce qu'il y aurait une façon, on pourrait dire, à l'américaine, de traiter un sujet comme Lucky Luciano. C'est-à-dire que le sujet, la façon à l'américaine, ça serait de prendre la vie de... Alors, il y a deux façons de faire, en fait, on pourrait dire. Soit on commence exactement comme là le film commence, parce que le film commence en 1946. Je ne sais pas si c'est précisé d'ailleurs au début, j'ai oublié, en 1946. Au moment où Luciano est expulsé du territoire américain. Ça, j'y reviendrai. Donc le film commence presque aux 2/3 de la vie de Lucky Luciano. Et ensuite fait des sauts de puce dans le passé par un système de flashback, en revenant à des moments clés, à la fois de son ascension, des différents massacres qu'il a pu orchestrer lui ou d'autres, et puis des autres moments de la lutte contre Luciano. Donc le film, il a une structure qui est totalement éclatée, complètement en puzzle, ce qui est assez bizarre et par moments difficile à suivre. Il faut reconnaître que bon, là on passe 31, 42, 62, et on repart en 44. Il y a quand même, on a intérêt à voir comment le déroulé dans sa tête de la vie de Luciano un peu précis, sinon on ne sait pas du tout où on en est. Donc le système américain, ça aurait été soit de prendre en gros façon Étoile en Amérique de Sergio Leone, c'est-à-dire qu'on commence avec un plan plutôt de fin, et un homme va repenser, réfléchir ou revoir toute sa vie. Et sous un système de flashback, on serait revenu sur toute la vie de Lucky Luciano, mais en respectant la chronologie, étape par étape. Là, c'est pas le cas du tout. Alors j'y reviendrai, tant que le film ne respecte pas du tout la chronologie du personnage. Donc déjà, on a un problème d'identification à Lucky Luciano. C'est qu'on ne sait pas vraiment comment le personnage a évolué. On n'a que des bribes, comme si on avait de temps en temps, on éclairait un moment de façon extrêmement violente, et tout le reste était dans l'ombre. D'ailleurs, moi, je pense que ce que je trouve très très beau dans les films de Francesco Rosi en général, et dans ce film-là, c'est qu'il y a plus de choses qu'il décide de ne pas montrer que de choses qu'il décide de montrer. Alors que le cinéma américain en général, il met plus de choses en lumière qu'il ne laisse de choses dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il peut se servir de l'ombre, de ce qui n'est pas dit, du mystère, du hors-champ, mais pour faire avancer, on pourrait dire, le récit. L'idée du cinéma américain, c'est en gros, c'est d'explorer, de déplier, on pourrait dire d'illustrer un personnage, et à la fin d'avoir un sentiment, voilà, ce personnage, il a pensé ça, voilà ce qu'il a vécu, ses blessures, ses moments de gloire, voilà ce qu'il pense, sa psychologie, etc. Ce qui est assez fascinant avec Lucky Luciano, c'est qu'on a le sentiment qu'entre le début et la fin du film, on n'a pas évolué vraiment sur la connaissance ou la compréhension qu'on a du personnage. Aussi bien, on pourrait dire, historiquement, politiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que pour moi, Lucky Luciano, entre le moment où il arrive au début, il fait sa fête de départ sur le bateau, et la toute fin du film, quand il meurt terrassé, ce qui est vrai d'ailleurs, d'une crise cardiaque en 62 à l'aéroport de Naples, j'en sais pas plus. Bon, j'ai vu des moments, alors des moments, comme le dit un des personnages, on dirait une sorte de... C'est cette figure aux yeux tristes qui hante les rues de Naples. Voilà, mais on n'en sait pas plus. Donc là, c'est un film qui se situe complètement dans le contre-champ, on pourrait dire, du cinéma hollywoodien. Donc on n'apprendra pas plus sur Lucky Luciano. 2, comme on n'en apprend pas plus, comme tout est totalement, on pourrait dire, éclaté, ça crée un drôle de sentiment, finalement, d'un personnage dont Francesco Rosi nous dit, au fond, alors, comme je vous le disais, il filme plus l'ombre que la lumière. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Francesco Rosi. C'est toujours assez courageux quand même. C'est-à-dire ce qu'il nous dit finalement, le mystère, il reste intact.
finalement, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ce qui intéresse Francesco Rosi, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'opacité des structures, à l'opacité des rapports entre le pouvoir et la mafia, etc. Et l'opacité, en termes de cinéma, ça devient de l'ombre, ça devient du blanc, ça devient des grands moments qui ne nous sont pas montrés, ça devient des choses qu'on ne comprend pas. Et il faut accepter, quand on voit un film de Francesco Rosi, alors pour être un peu précis, il faut accepter de ne pas comprendre l'anecdote et de comprendre le schéma général. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que précisément, si on ne connaît pas l'histoire vraiment de Luciano et de plein d'autres choses, on voit les choses défiler, mais en fait ça se rattache à des choses qui sont tellement précises qu'au fond on l'a oublié et dans 20 ans ça sera encore pire. Par contre, c'est en ce sens-là que ça reste, c'est aussi un film qu'on continue de voir parce que c'était une succession d'événements sur lesquels on n'a pas de référence, on partirait au bout d'une demi-heure. Il n'empêche que le film dessine quand même un schéma général avec 2-3 moments très importants. En gros, les dialogues du type la mafia, ça fonctionne de façon extrêmement simple, c'est l'ordre et le pouvoir. C'est toujours du côté du pouvoir. Donc quand on veut donner une couleur politique à la mafia, on se trompe complètement. J'aime beaucoup le moment où Luciano dit, et là il a raison, enfin, il dit quelque chose qu'il pense vraiment. Il dit, bon, les partis politiques, j'en ai strictement rien à faire, je suis du côté qui tient le manche. Hein, donc ça peut être la droite, la gauche, les républicains, les démocrates, la démocratie chrétienne, les communistes, peu importe. À partir du moment où quelqu'un a le pouvoir, la mafia tente de mettre le grappin dessus. Grosso modo, c'est ça. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi, on pourrait dire, un film qui déconnecte complètement la mafia. Hein, on peut redire de la moindre couleur politique. C'est un pouvoir économique qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas d'odeur. Son truc, c'est le capitalisme. J'y reviendrai. Ça fonctionne exactement comme un pouvoir économique, si vous voulez. Donc le film avance vraiment sur cette idée-là en permanence, si vous voulez. L'autre chose qui fait qu'on ne comprend pas Lucky Luciano, enfin qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Hein. Et je pense que c'est une des choses on pourrait dire que auquel Rosi a vraiment tenu, c'est qu'à aucun moment on peut éprouver, ou à 2-3 petits moments et encore, de l'empathie pour lui. Donc là encore, très anti-hollywoodien, il ne s'agit pas de ressentir, d'être complètement avec lui, comme dans la plupart des films qui reprennent des gangsters hollywoodiens, ça travaille quand même l'empathie avec ces figures-là. Même si après on se dit, une fois qu'on est sorti de la salle, oui c'est bien, effectivement, il ne fallait pas la prostitution, les jeux, la drogue, etc. Il n'empêche que le film carbure intégralement au fait qu'on s'identifie à eux. Le Parrain étant un exemple caractéristique. Vous êtes avec Pacino, Marlon Brando, Casal, John Savage, James Caan. On est quand même parmi des gens qui ne sont pas super recommandables. Mais Coppola se sert de la mafia pour filmer une tragédie. On voit bien que la dimension tragique intéresse absolument pas Francesco Rosi. Il ne veut même pas tomber là-dedans parce qu'il considère, lui, que la dimension tragique, que l'affect, que l'identification, ça fait écran à la compréhension de la corruption et des mécanismes du pouvoir. On voit bien que pour lui, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Ou on se sert, en gros, d'une figure du banditisme, comme Lucky Luciano, finalement, comme d'un héros négatif, peu importe, mais d'un héros, et finalement, on va vers quelque chose qui est dans du mélodrame, de la tragédie, et on est avec lui. Hein, même si à la fin, une bonne conscience nous dit oui, c'est quand même pas très bien ce qu'il a fait. Ou alors, on est du côté du fonctionnement du système. C'est pour ça que c'est un film, par exemple, dont je pense qu'il fonctionne sur on pourrait dire sur des ressorts intellectuels. Vous voyez, ce que je veux dire, très théoriques. Ça ne veut pas dire que les films de Coppola, Dieu sait que je les adore, ou de Léon ne sont pas des films intelligents, mais ne sont pas des films intello. On voit bien que Rosi, ce qu'il veut filmer, c'est des mécanismes. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas des personnages. Il s'en fout des personnages en tant que tels. Pour lui, Lucky Luciano, il s'appellera d'ailleurs Masseria, il peut s'appeler Bugsy Siegel, il peut s'appeler Adol Rothstein, celui qui s'occupait du jeu à Las Vegas, qui avait joué De Niro dans Casino de Martin Scorsese. Peu importe les noms des mafieux, ça l'intéresse pas, les individus en eux-mêmes. Pour lui, ce ne sont que des rouages d'un système mafieux. Pareil pour les hommes politiques, etc. Ce qui en fait un film qui est assez froid, au fond. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. C'est un film qui est passionnant, et en même temps, c'est un film froid, parce qu'on sent que Rosi, et ça c'est pour ça que ça a été aussi quelqu'un qui a eu une grande importance dans l'histoire du cinéma italien, bien sûr, mais pas uniquement, parce que tout ce qu'on a appelé ensuite les films dossiers américains, type 3 jours du Condor, Conversation secrète, Homme du président, etc., sont tous des cinéastes qui ont vu les films de Francesco Rosi. Et ces films-là, ils viennent 2, 3, 4, 5 ans avant.
avant la grande veine des films paranoïaques américains. Et Francesco Rosi a été la grande matrice. Un film comme Lucky Luciano, c'est indispensable de l'avoir en tête lorsqu'ensuite on va aller voir Les Hommes du Président ou Les Trois Jours du Condor. C'est que on a le même rapport de l'individu au rouage, au pouvoir, au système, au réseau, etc. Tout est déjà là. C'est pour ça que c'est un film qui est très important aussi dans l'histoire du cinéma américain, tout court, l'histoire du cinéma américain. Et tout ça pour dire que ça c'est assez particulier, c'est que c'est quelqu'un, et ça se fait plus beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, cette idée d'un cinéaste qui se dit je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Il ne nous dit pas je vais vous faire adhérer, je vais vous faire ressentir, on n'est pas sur quelque chose d'émotionnel, non, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais, alors ça vous allez me dire, oui, mais c'est un peu chiant, on ne va pas à la messe, on va pas à la messe, on n'est pas en cours, on ne va pas à la fac. Mais là où Francesco Rosi n'est pas complètement Costa Gavras, ou n'est pas complètement tous ces gens qui ont fait des films à thèse ou militants, parce qu'on pourrait dire Francesco Rosi, c'est un type qui fait des films à thèse, des films militants, c'est pas vrai. C'est en ce sens-là que je le trouve beaucoup plus intéressant que ceux que je viens de citer, parce que Francesco Rosi, il accepte finalement qu'au terme du film, au fond, lui-même n'en sache pas plus. C'est-à-dire qu'il prend ce pari de la non-thèse, alors que le film à thèse, à la fin, il assène, c'est ça. On y croit, on n'y croit pas, on n'adhère pas, mais par définition, film militant, si vous voulez, ce qu'on appelle un film souvent un film engagé ou un film à thèse, c'est qu'il vous dit, Oliver Stone aux États-Unis, par exemple, vous voyez, Oliver Stone, c'est quelqu'un qui fait des films à thèse. Alors, c'est un cinéaste qui a beaucoup de qualités, mais qui n'a pas les qualités de Rosi, par exemple. C'est un autre type de qualité, si vous voulez. Mais quand Oliver Stone fait un film sur Nixon, sur JFK, à la fin, il faut qu'on sorte en se disant il s'est passé ça. Et si j'adhère à la thèse d'Oliver Stone, j'ai compris tout. Le personnage, l'histoire, etc. Donc, il apporte sa thèse. Francesco Rosi, pas du tout. C'est pour ceux qui ont vu, par exemple, Cadavres exquis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la toute fin du film avec la mort, l'assassinat de Lino Ventura qui joue le rôle d'un flic. Bon là je spoil totalement comme on dit, c'est pas grave. Et d'un chef de parti. Finalement la fin est encore plus opaque que le début. C'est une aventure, si vous voulez, intellectuelle la film de Francesco Rosi. Lui ce qui l'intéresse, c'est qu'on prenne conscience effectivement qu'il y a une opacité, qu'il y a des types de rapports là entre les politiques et la mafia, entre les États-Unis et la mafia, entre l'armée américaine et la Sicile, parce que c'est ça que tout le film raconte. Et donc finalement, à la fin, on ne sait pas forcément dans le détail tout ce qui s'est passé, mais on est convaincu en voyant le film qu'il y a des rapports. Si vous voulez, et des collusions par moments extrêmement importantes entre des choses qu'on pensait séparées. C'est pour ça que je trouve que c'est un cinéma qui fait réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sort pas là avec une idée toute prête à porter. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous, certains ont des visions différentes du film et même du personnage de Lucky Luciano. Alors, je voudrais quand même vous dire, avant de revenir sur tout ça, quand même rappeler quand même rapidement qui est Lucky Luciano, parce que d'ailleurs, c'est assez intéressant de dire ça après le film, parce que je pense que le film est tellement fragmentaire, vous voyez, sur la façon dont il nous parle de Luciano, c'est qu'en fait, on ne sait plus vraiment qui est le bonhomme. Alors, Lucky Luciano, il fait partie de cette bande de 20-25 noms extrêmement connus. C'est quelqu'un qui est né en Sicile, même si après il fera croire très très longtemps qu'il est né à New York. C'est pas vrai. Il est né en Sicile, dans le petit village qu'il va revisiter au milieu du film. Il est né en Sicile en 1897 et il émigre à l'âge de 8-9 ans avec sa famille, donc il fait partie de cette vague d'immigrés italiens à Brooklyn, et il s'installe à l'époque dans le Lower East Side qui deviendra Little Italy là-bas. Donc il arrive avec sa famille et il a plusieurs frères et sœurs en 1906 à New York. Alors je vais vite parce que je ne vais pas faire toute son histoire, mais ce qui est intéressant, c'est que très très rapidement, en fait, il va commencer à faire des petits trafics, à faire partie d'un gang, d'un coin très très connu, qui a montré d'ailleurs un peu Martin Scorsese dans Gang of New York. Ça filme par moments les mêmes endroits. Ça croise l'histoire de Lucky Luciano, qui est le gang des Five Points. C'est un endroit qui craignait terriblement à Brooklyn, où se rejoignaient les gangsters, les Italiens, les Juifs, les Polonais, etc. etc. Bon. Et Lucky Luciano, d'abord, il s'appelle d'ailleurs, vous l'avez vu, Salvatore Lucania. Il ne s'appelle pas Lucky Luciano au début. Un jour, il va prendre ce surnom. Donc, il fricote très très vite avec les garnements un peu turbulents du quartier. Et ce qui est assez drôle, c'est que dès l'âge de 14 ans, il va commencer une première fois à écoper d'une peine de prison pour racket.
hein, des gamins, etc. Et là, il va rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de noms dans le film, évidemment, on ne sait plus qui c'est, un personnage qui s'appelle Meyer Lansky. Vous avez peut-être plusieurs fois entendu parler de Meyer Lansky dans le film, qui sera un de ses associés par la suite très important, un gamin d'origine juive, et c'est une amitié d'enfance. Ensuite, ils feront du trafic tous les deux. Et donc, à l'âge de 18 ans, il va commencer à se faire repérer par les familles new-yorkaises, mafieuses new-yorkaises, évidemment, et notamment par Al Capone. Il va commencer à être pris dans une des familles. Et à l'âge de 18 ans, Lucky Luciano, c'est déjà presque un parrain de la mafia. Hein, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à 18 ans, il règne sur le trafic d'alcool. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'est l'époque de la prohibition. Hein, il règne en partie sur le trafic d'alcool. Et alors je passe rapidement son histoire, il fera des séjours en prison, il va peu à peu monter sur l'échelle de la mafia new-yorkaise, mais à cette époque-là, ce qui est passionnant, c'est que la mafia est encore une structure qui fonctionne de façon artisanale. Voilà, c'est ça qui est très important. Pourquoi Luciano est un personnage si important de l'histoire de la mafia, il n'a pas 36, il y a lui Al Capone, c'est que lui, il va moderniser le fonctionnement de la mafia. Ça, c'est très important. Et on arrive, grosso modo, il fait de la prison, etc. En 1931, c'est une date que vous avez à un moment. Il y a une fameuse séquence d'ailleurs, le film s'ouvre presque avec ça. Lorsque le premier flashback, c'est à Coney Island. Lorsqu'il est en train de... Il dîne avec quelqu'un. D'ailleurs, au début, on ne sait pas forcément qui c'est. L'homme s'appelle Joe Masseria. Joe Masseria, dans ce restaurant de Coney Island, et donc il est en train de manger des pâtes. Il part aux toilettes pour se laver les mains, ce qui est totalement véridique, tout ça. Et évidemment, c'est un assassinat qui avait été prévu. Et tandis qu'il va se laver les mains aux toilettes, j'aime beaucoup d'ailleurs la mise en rapport de l'homme qui se lave les mains et de l'homme qui est tué. Et pendant qu'il va se laver les mains aux toilettes, pour avoir un alibi, une limousine débarque et Joe Masseria se fait tuer. Donc ça, c'est le premier épisode qui est relaté. Alors c'est très important parce que 31, dans l'histoire de la mafia italienne et dans l'histoire de Lucky Luciano, c'est une date très importante. Parce que, grosso modo, j'essaie de faire très court, c'est que entre la fin des années 20 et début des années 30, grosso modo, à New York, il y a deux familles qui se font la guerre. De familles mafieuses qui se font la guerre et qui produisent un nombre de victimes absolument incalculable. Les deux chefs, les deux capis, comme on dit, les capots qui s'opposent, c'est Joe Masseria d'un côté, celui qui se fait assassiner au début là en 31, et l'autre c'est Salvatore Maganzano, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, sont les deux grands chefs qui s'opposent. Bon. Et Lucky Luciano, lui, qui est un type brillant, qui a évidemment des désirs, des envies de grandeur, hein, de pouvoir, etc. Il a conscience qu'il faut sortir de cette espèce de guerre qui sans doute n'en finira pas, qui évidemment aboutit à la fois à du bruit, à des affaires, au fait que la police de New York s'en mêle, éventuellement à des victimes collatérales qui ne sont pas des victimes mafieuses. Et donc un jour, alors qu'il travaille pour une famille new-yorkaise, il va voir le concurrent de Masseria et lui propose un marché en lui disant « si tu veux, je tue Joe Masseria ». Donc le fameux concurrent. Et c'est ce qu'il va faire, si ce n'est qu'ensuite, Luciano va se retourner contre le deuxième, ce qui fait que lui, dans ce qu'on appellera la nuit des vêpres siciliennes, va assassiner les deux plus gros chefs de la mafia new-yorkaise. Et donc il se retrouve très très vite, ce qu'on appelle le capo di capi, ça veut dire le chef des chefs, quoi. Et en l'espace de quelques jours, plutôt que d'essayer de commencer à prendre le pouvoir sur les uns et les autres, il se dit je vais couper toutes les têtes. Et il coupe toutes les têtes. Voilà. Et il se retrouve là. 31, c'est le grand début du règne de Lucky Luciano. Alors, vous allez me dire, oui, alors à ce moment-là, donc c'est pour ça que ça, c'est l'épisode de 31. Pourquoi ? Parce que Rosie ne choisit que des moments de bascule dans l'histoire de Lucky Luciano et des rapports, on pourrait dire, de la mafia à la politique ou à l'histoire. Ce ne sont pas des petits moments qu'il choisit, ce sont de façon même presque un petit peu, là pour le coup, un peu pédagogique. Il choisit des moments clés de toute cette histoire-là. Hein. Et évidemment, 31 Joe Masseria, c'est une des grandes dates de l'histoire de la mafia italienne à New York. Et ensuite, alors ce qui est assez passionnant, c'est que donc là on est en 31, on déroule l'histoire, et puis il y a la séquence finalement sur laquelle s'ouvre le film. Parce que Lucky Luciano va être envoyé en
en prison. Il va être dénoncé par des prostituées parce qu'il s'occupe du trafic à la fois d'alcool, de la drogue et des réseaux de prostitution. Et puis il y a le fameux procureur Dewey qu'on voit de temps en temps qui s'acharne sur lui. C'est un peu son espèce de... C'est l'homme qui veut le faire tomber en permanence. Et puis un jour, il arrive à le faire tomber. Là, on est en gros en 35-36. Et donc, il est accusé de prostitution et il est cop. En fait, on ne sait pas vraiment. Entre-temps, et 50 ans de prison. Donc, en 36, Lucky Luciano, il part en prison. Mais un chef mafieux qui part en prison, il a encore de quoi. Il gère totalement pépère son trafic depuis la prison, puisque son avocat le fait transférer de la grosse prison très dangereuse à l'époque, etc., Tenuque et Sing Sing, vers une autre dont j'ai oublié le nom. Et là, il a caviar, il a tout ce qu'il veut, il reçoit tous ses chefs. Donc, il est encore presque plus confortable en prison qu'il ne l'était à New York. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la guerre va commencer. Et il y a un épisode que le film ne montre pas. Et d'ailleurs, ça, je me demande pourquoi. Parce que je pense que c'est un épisode hyper important pour comprendre ce qui se passe. C'est que Lucky Luciano, comme il a écopé de 20-30 ans de prison en 35, on se demande mais pourquoi il est libéré en 44 ? Qu'est-ce qui fait qu'il est libre à ce moment-là ? Bon, la raison, elle est que lorsque les États-Unis vont entrer en guerre, ils n'ont qu'une seule peur, notamment, enfin il y en a plusieurs bien sûr, ils vont préparer le débarquement, les Alliés, ils n'ont qu'une seule peur, c'est que des nazis sabotent des structures à New York, et notamment sabotent le port de New York et des bateaux et gênent le trafic, etc. Et pourquoi ils ont peur de ça ? Parce qu'en 1942, il y a eu un événement important qui est le moment où on a coulé le paquebot Normandie, qui coule dans le port de New York suite à un attentat, à une explosion. Et ça, le film ne le montre pas, ce qui est d'ailleurs assez bizarre. Parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et à cette époque-là, les autorités américaines ont très très peur en se disant, voilà, le paquebot Normandie vient de couler dans le port de New York, il faut qu'on traque éventuellement les saboteurs nazis. Et c'est là que la mafia intervient, puisque la mafia gère totalement les syndicats et les ouvriers du port de New York. C'est elle qui contrôle tout. Et donc là, les autorités américaines passent un accord, évidemment très officieux, très implicite avec la mafia en disant, bon écoutez, et donc la mafia à l'époque c'est Lucky Luciano, il n'a pas 36, l'accord c'est le suivant, si vous arrivez à sécuriser le port de New York, autrement dit à vous assurer grâce à tous vos hommes de main qu'il n'y ait pas de saboteurs, à ce moment-là, on libère Lucky Luciano dans 4, 5, 6 ans, juste après la victoire. Et c'est pour ça que Lucky Luciano va être libéré alors que son temps de prison n'est pas du tout effectué. C'est parce qu'à l'époque, la mafia fait alliance avec l'armée américaine pour sécuriser le port de New York. Et elle va même faire une deuxième alliance. Alors là, ce qui agite encore aujourd'hui beaucoup les historiens, c'est que lorsque les Américains vont débarquer en Sicile, ils vont demander à la mafia, là encore une fois de façon extrêmement officieuse, c'est pour ça que le rapport à la mafia et l'Amérique sont des rapports extrêmement très importants, mais congénitaux, quoi, qui ne se règlent pas par 2-3 bouteilles d'alcool. Bon. Et la mafia va aider tout simplement les Alliés, les Américains, au débarquement en Sicile. C'est-à-dire qu'elle va sécuriser en gros tout le trajet qui va permettre à l'armée américaine de progresser. Et ça, c'est la mafia qui va faire qu'il n'y aura même pas un coup de feu tant que l'américaine progresse, parce que la mafia a tout sécurisé. Ce qui fait qu'il y a une drôle d'association à l'époque, c'est qu'on peut se dire bizarrement que si les Américains débarquent en Sicile, c'est grâce à la mafia. C'est assez drôle comme la façon dont l'histoire... Et évidemment, la mafia, par définition, elle veut bien aider, mais il faut qu'on la paye à un moment. Alors c'est un des grands ressorts de la mafia, c'est que là, tu peux me payer quand tu veux, mais il faut payer à un moment. Et puis quand le chef demande d'être payé, il faut être payé. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Rothstein, dont je vous parlais tout à l'heure, ou Bugsy Siegel, qui sera un des mafieux installé à Las Vegas, sera tué par la mafia parce qu'on considère qu'il ne paye pas assez vite les dettes. Je crois qu'il devait quelques millions de dollars pour s'être installé notamment à Las Vegas. Bon. Tout ça pour dire que la mafia va donc aider l'armée américaine et aider les alliés. Et la mafia demande un retour. Et là, on arrive sur la fameuse séquence de 44, qu'on ne comprend pas du tout comme ça non plus. La séquence de 44, c'est lorsqu'on voit le colonel américain, au moment où vous avez vu, ce moment où on est à Naples, joué par Vincent Gardenia d'ailleurs. Vincent Gardenia, c'est un acteur qui a joué beaucoup dans les années 70, beaucoup de commissaires d'origine italienne. Alors c'est drôle de voir là dans un pur film américain sur la mafia. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le flic qui pourchassait Charles Bronson dans Un juge dans la ville en 1974 de Michael Winner. C'est Vincent Gardenia. Bon.
Et là, c'est le colonel. Et donc, cette séquence, elle est très importante parce qu'elle actualise ça, cette idée que la mafia veut être payée. Elle veut être payée, en libérant par la libération de Lucky Luciano, mais libération-expulsion. Là, les États-Unis disent d'accord, on le libère, mais dès qu'il est sorti de prison, il est expulsé vers l'Italie. Et bon, voilà. Donc c'est là-dessus que le film s'ouvre. Et l'autre truc, c'est que maintenant que la mafia vous a aidé à gagner grosso modo contre les Allemands, et notamment en Sicile, en Italie, etc., maintenant que vous allez vous organiser la reconstruction de l'Italie, faites en sorte que des chefs mafieux se retrouvent maires des villes. Et c'est comme ça que ça commence. Et l'homme que vous voyez là, ça va être le maire. Vous voyez, parce que le chef mafieux, ça va être le maire qui est en train de dire prends ma pacarde si tu veux. Et donc, alors c'est à la fois ce qui fait que c'est une séquence, toute cette séquence du colonel et du sicilien, du mafieux, elle est très lisible quand on la voit comme ça. Mais en fait, on ne comprend pas forcément à quoi elle renvoie et tout ce qu'elle raconte de l'histoire, du rapport entre la mafia et l'armée américaine. C'est fondamental parce que après la libération de Lucky Luciano, qui va être un moment terrible dans le développement évidemment de la drogue, du trafic international, la deuxième étape, c'est le moment où la mafia, on pourrait dire, intègre le pouvoir politique. C'est-à-dire que les maires, ce sont des chefs mafieux. C'est comme ça que l'Amérique, qu'à ce moment-là, qui a tout pouvoir, tu as l'armée américaine, décide, etc., c'est à ce moment-là que l'Amérique place à des endroits stratégiques, en Italie, mais notamment en Sicile, des grandes villes de Sicile, des maires qui appartiennent tous à la mafia. Alors vous comprenez, là on est en 44-45, vous comprenez comment le pli, ce que ça va devenir des années plus tard, et même encore aujourd'hui, le rapport entre le très complexe entre la mafia, les mafias, parce qu'il y a plusieurs mafias évidemment, l'Italie et les États-Unis. C'est un truc, nous en France on ne s'en rend pas compte parce qu'on est un peu hors de cette histoire-là, même si les Guérini, via la French Connection, parce que Lucky Luciano, enfin les Guérini, enfin celui d'aujourd'hui, mais la première French Connection, en fait, c'était par Marseille et par la Corse. Lucky Luciano, l'influence qu'il a eue en France, c'était en gros la French Connection et la Corse, voilà. Donc, mais nous en France, on est quand même relativement de côté par rapport à ça. Et donc, la deuxième étape dans cette grande histoire de Lucky Luciano, après sa libération, c'est évidemment le moment, on pourrait dire la façon dont les États-Unis, l'armée, mais les États-Unis vont aider tout simplement la mafia à s'installer. Alors, l'autre chose qui est évidemment très importante dans le film, c'est que, évidemment, on ne voit jamais Lucky Luciano en train de tuer. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est très intéressant parce que, alors, on va dire, oui, mais c'est un choix que fait Francesco Rosi. Pourquoi il fait ce choix? Parce que pour lui, c'est pas le problème. Et on voit bien que toutes les séquences de meurtre dans le film, d'exécution, d'ailleurs, de massacre, etc., sauf celle de Rod Steiger, qui est un tout petit peu, on pourrait dire, qui contient un peu d'émotion, qui contient un peu d'affect, parce qu'on a suivi un peu le personnage avant, quand il se fait tuer là, dans les rues de New York. Il ne filme pas finalement Lucky Luciano en train de tuer, et Francesco Rosi filme les meurtres de façon presque totalement détachée. C'est-à-dire qu'il nous dit, c'est pas le problème du film, et c'est pas le problème de la mafia. Le meurtre, c'est ce qui arrive en bout de course, c'est la conséquence d'un problème économique qu'on n'a pas su gérer. C'est-à-dire que quand on en arrive au meurtre dans la structure mafieuse, c'est qu'au fond, tout a foiré. Le meurtre ne doit pas avoir lieu. La corruption, oui, la façon dont on achète les individus, la prostitution, la drogue, etc., oui, mais la mafia devient une entreprise, un système économique totalement propre. C'est-à-dire qu'il y a une façade, d'ailleurs Lucky Luciano a toujours l'air d'être un chef d'entreprise, import-export, il passe son temps aux courses, il est comme n'importe quel petit chef d'entreprise. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la façon dont un film américain, par exemple, aurait sans doute montré au début Lucky Luciano, parce qu'il l'a fait, évidemment, tuer 2-3 individus. Puis au fur et à mesure qu'il monte, il n'a plus besoin de se salir les mains, il envoie à la place des hommes de main. Là, pas du tout. Il nous dit, le meurtre, c'est l'épiphénomène du problème mafieux. Le problème mafieux, c'est la corruption. C'est évidemment la façon dont ça gangrène les pouvoirs. Autrement dit, et c'est pour ça que Lucky Luciano l'intéressait, c'est qu'avant Lucky Luciano, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un fonctionnement plutôt artisanal. Avec Lucky Luciano, sa grande idée, et d'ailleurs, il s'inspire du fameux personnage joué par De Niro dans revoyez Casino de Scorsese. Vous avez un peu en tête Casino? Un Casino, ça raconte ça. Comment un type arrive à Las Vegas, il dit bon attendez, vous, c'est totalement primitif la façon dont vous organisez tout ça. Non, ce qu'il faut, c'est le gérer à une échelle beaucoup plus vaste, transversale. Et c'est exactement ce que va faire Lucky Luciano avec le trafic de la drogue et de l'alcool et de la prostitution. C'est ça qu'il internationalise, si vous voulez, la mafia. Il dit voilà, il y a autant de départements, autant de provinces, un chef à chaque fois, etc. Et puis il crée deux choses quand même. Lucky Luciano, il crée une structure. Il y a eu des films là-dessus qui s'appellent Murder Incorporated.
Alors là, c'est vraiment la cellule noire, c'est le fameux moment meurtre. C'est-à-dire que quand l'intimidation, l'achat, la corruption n'arrivent pas à faire avancer Schmilblick, il envoie les types de l'entreprise, des gens qui sont là pour tuer, hein, très directement. C'est lui qui crée ça, c'est aussi lui qui crée le premier syndicat du crime. C'est quelqu'un qui a une influence capitale, d'ailleurs, c'est un des grands... enfin, avec beaucoup de guillemets évidemment, hein, un des grands empereurs, si vous voulez, du crime moderne, c'est évidemment Lucky Luciano. Et une de ses grandes idées, ça a été, si vous voulez, de faire fonctionner la mafia sur le mode de l'entreprise internationale. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Rosi ne filme pas ces meurtres-là, parce qu'à l'époque de Lucky Luciano, on n'en est plus là du tout. C'est-à-dire que ça peut faire écran, nous, en tant que spectateurs, c'est pas le problème. Ce qui se passe, au fond, c'est beaucoup plus grave que ça. Hein, c'est pas les quelques meurtres très graphiques qu'on va filmer. Et c'est pour ça que, finalement, Rosi, il les filme de façon presque hors du film, vous voyez ce que je veux dire, presque à part. Voilà les vignettes, on les tue, ils sont au ralenti, il y a des impacts de balles. Au fond, pour lui, c'est du folklore, voilà, c'est pittoresque. Mais si on attaque la mafia comme ça, on ne comprend rien à la puissance, à la dangerosité de la mafia. C'est pas parce que 4 types en costard se font tuer ou mettre dans des bidons ou avec des pneus autour. Ça, pour lui, c'est du folklore américain. D'une certaine façon, c'est le folklore de la mafia. Et il faut prendre la mafia au sérieux. C'est précisément comprendre qu'elle fonctionne, que c'est une doublure, hein, qu'elle fonctionne exactement sur un système économique classique. Hein. Alors après, on peut se poser la question quelle différence il y a entre un système capitaliste pur et dur et un système mafieux, hein, puisque l'un nourrit l'autre, ça c'est encore un autre débat. Mais on voit bien que ce qui intéresse Rosi, c'est qu'on prenne la mafia au sérieux et qu'on comprenne qu'elle est là sous nos yeux. Alors qu'effectivement, lorsqu'on filme des types en train de se faire tuer dans des caves, on se dit, bon, ça avant de se retrouver face à ces gens-là, il y a un monde. Non, peut-être. Mais par contre, rentrer dans une petite entreprise, faire des choses de la vie de tous les jours et se rendre compte que derrière la mafia, ça, évidemment, c'est ce qui intéresse Francesco Rosi. C'est ça qu'il veut, si vous voulez, qu'il veut vraiment filmer, quoi. Et donc, je reviens à ce que je disais au début. C'est pour ça que je trouve le film... je trouve intéressant pour évidemment un millier de raisons, mais notamment pour ça. C'est-à-dire que finalement, à la fin du film, encore une fois, dans le détail, même si on n'a pas révisé son bréviaire, Lucky Luciano, Histoire de l'Italie, rapport Sissi, Mafia, etc., on a compris la façon dont les échanges ont lieu. Les rapports, voilà. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que ce que nous dit Francesco Rosi, il dit, c'est pas grave si vous ne comprenez pas forcément le rapport entre tel procureur, le maire de New York. N'oublie pas que le maire de New York dans les années 30 est nommé par la mafia. Hein, la Guardia, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, la Guardia c'est un pur mafieux. Vous allez à New York, la Guardia, etc., l'aéroport la Guardia. Mais la Guardia, il est mis en place par la mafia. Hein. Or, ce que nous dit Francesco Rosi, il dit, c'est pas grave si vous ne comprenez pas exactement le type de rapport qu'il y a entre toutes ces instances-là, politiques, économiques, etc. Mais par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un rapport. Voilà, c'est ça qui intéresse Francesco Rosi. C'est de filmer ce mécanisme-là. Et moi, il me semble que quand on a compris qu'il y a ce mécanisme, qu'il y a du lien entre eux, après, au fond, à nous d'enquêter, à nous de se renseigner ou autre, mais on n'est pas du tout là, pour le coup, dans le film à thèse. Hein. C'est qu'il expose un mécanisme, Francesco Rosi, jusqu'au risque de l'opacité. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que même lui, il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que quand Salvatore Giuliano, qui est un film aussi là-dessus, qui est un peu fondé sur une même énigme, qui a tué Salvatore Giuliano vraiment, pour quelles raisons, etc., etc., etc. En tout cas, il expose cette espèce de mystère-là, si vous voulez. Et moi, j'aime beaucoup parce que, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, ce serait assez compliqué d'imposer pour un public contemporain un film comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas de... cette idée au fond qu'on n'a pas de personnage vraiment auquel on puisse s'identifier, c'est quelque chose d'assez violent. Alors évidemment, ça a été fait il y a une quarantaine d'années, ce qui était assez fréquent à l'époque, et ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et pour moi, il me semble que ça fait partie, là, Lucky Luciano, un des films les plus fins sur ce que sont les mécanismes à la fois du pouvoir, de la corruption. Vous voyez, j'aime beaucoup l'échange aux Nations Unies, qui a lieu en 51, autre moment important où d'un seul coup on se dit, bon, il faut prendre le taureau par les cornes à cause du trafic de drogue. Et là, j'aime beaucoup l'échange entre les deux individus. Vous avez vu, où au début on se dit, finalement c'est à cause de vous, les Italiens, qu'on a tous ces problèmes. Et ce à quoi, évidemment, d'où le fait que la séquence de la guerre suivra après. Et évidemment, l'Italien lui dit, non, mais attendez, c'est depuis que vous avez les accords avec Luciano, depuis que vous l'avez libéré, etc., c'est depuis ce jour-là que tout a... Et au fond,
ce qui est fascinant dans cette séquence-là, c'est qu'on ne se dit pas, au fond, qui a raison, qui a tort. On comprend que tout est imbriqué. Hein. On comprend qu'il y a une co-responsabilité à la fois des autorités américaines et des Italiens. Hein. Jusqu'au moment yougoslave, si vous avez vu, j'aime beaucoup la porte-parole, la représentante yougoslave qui dit « et nous », voilà, ça c'est le côté... c'est le moment d'humour du film qui moi m'amuse, je sais pas vous, mais moi ça m'amuse. Et donc voilà, et j'aime beaucoup ça parce que au fond, Francesco Rosi, c'est quelqu'un qui a fait du cinéma, on pourrait dire, enfin, lui il disait, j'ai envie de faire du cinéma réaliste, du documenté. Voilà, c'est ça qui l'intéressait. On n'est pas du côté du néoréalisme. Même si vous avez vu, il y a plusieurs formes. Hein. Il y a des moments où on a des dates, où on a des intertitres, on a des séquences extrêmement curieuses, on a un petit peu de tout. Mais il voulait à la fois prendre ça du côté du néoréalisme, c'est-à-dire parler de la société au présent. C'est quelque chose qui obsède vraiment les cinéastes italiens, c'est qu'on ne peut comprendre le présent que si on retourne vers le passé. Hein. Vous avez vu cette phrase, le film commence avec ça, se termine avec cette phrase, A court après B, court après C, etc. Peu importe, à la fin, rien ne change. Voilà. Et ça, c'est une phrase qui fait écho à un film réalisé 10 ans plus tôt, qui est évidemment la phrase du Guépard. Hein, plus les choses changent, pour que les choses restent les mêmes, il faut d'abord qu'elles changent. Voilà. Et on se rend compte que cette espèce cette peur, cette horreur de l'immobilisme est quelque chose qui hante les cinéastes italiens de cette époque-là. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, ça ne change jamais? Et Lucky Luciano est aussi un film là-dessus qui nous dit pas entre le début et la fin rien n'a changé. Quand vous prenez le parcours, on pourrait dire du film en 1h55, on se dit bah d'accord, mais alors finalement on en est où? On en est au même point. Hein. Et c'est ça que je trouve assez couillu, en même temps très touchant, si vous voulez, dans le film, quoi. Bon, alors maintenant. Mais vous voyez, mais je dis ça parce que c'est ça qui est, enfin. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir comme ça des films. Et si vous regardez l'affaire Mattei, si vous regardez Salvatore Giuliano, le mois prochain on passe Roman Amano Armata. Bon, je vous en parlerai évidemment la fois d'après, mais c'est aussi, et c'est ça que je trouve intéressant avec le cinéma italien, ce qui est un peu la même chose avec le cinéma américain d'ailleurs, c'est que ça suppose et ça nous encourage à aller se renseigner sur la période de l'histoire. Bon, le cinéma italien des années 70, il y a plein de choses qui se passent, là on vient d'en parler, et il y a aussi, c'est le grand moment des Brigades Rouges, hein, on y viendra le mois prochain. Pareil, c'est que si on ne connaît pas un tout petit peu l'histoire des Brigades Rouges, quand ça commence, quand ça se termine, Aldo Moro, Calabresi, etc., on ne comprend rien à tous ces films-là. Enfin, on comprend, mais on ne comprend rien. Hein. Et c'est ça que j'aime bien avec Francesco Rosi, c'est que voilà, on reste, mais en même temps, si nous, on ne fait pas l'effort d'aller se renseigner, d'aller se documenter, ben, on regarde un peu comme des aveugles. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime ça. C'est aussi un cinéma qui nous fait violence, dans le sens où, ben voilà, maintenant, vous avez vu Lucky Luciano, ça donne envie, me semble-t-il, d'aller se renseigner sur Lucky Luciano, d'aller voir d'autres films de mafia. C'est un cinéma qui nous rend un peu plus actifs, me semble-t-il. Hein, alors que le film à thèse ne nous rend pas actifs. Le film à thèse, il nous remplit un peu comme un bon repas. Ah, c'était bon, j'ai tout compris. Alors qu'en fait, on n'a rien compris. Et ça, j'aime avec Francesco Rosi, c'est que ben voilà, c'est que ça nous fait mouliner, quoi, si vous voulez. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas du tout aimé le film. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas du tout aimé Lucky Luciano? Vous avez vu la façon dont Jamais à volonté, c'est quand même très compliqué à jouer comme personnage et comme rôle. Parce qu'à aucun moment il doit trop jouer, il doit trop incarner le personnage. À la fois il est présent, mais en même temps il est absent. Donc, il faut qu'il soit personnage, mais on sent que s'il est trop incarné, Rosi dira non, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on croie qu'on a affaire à des individus en particulier. Ce qui compte, ce sont les rouages, c'est le mécanisme. Quand Lucky Luciano meurt, un autre prendra sa place. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est le principe de l'hydre, si vous voulez. On coupe une tête. Dans le principe du réseau, la logique capitaliste, la place compte infiniment plus que la personne qui l'occupe. Et donc c'est compliqué parce que c'est ça qui filme très précisément. Et donc à plusieurs moments, on voit bien qu'il y aurait le risque de faire émerger un homme attachant, un peu particulier. Vous voyez, voilà. Et, par exemple, il y a une séquence qui ne filme pas aussi. C'est la fameuse séquence qui fait qu'il aura ce surnom de Lucky Luciano. Parce qu'il y a deux
deux théories, enfin deux lectures qui s'opposent. Les deux sont sans doute vraies. La première, c'est qu'il avait beaucoup de chance au jeu, d'accord, on a compris. Et l'autre, c'est que au milieu des années 20, comme il voulait le pouvoir un peu trop rapidement, et notamment les deux chefs qui se partageaient la mafia à New York, Tondago et Masseria, avec leurs hommes de main respectifs, ont un jour pris Lucky Luciano, l'ont mis dans le coffre de la voiture, l'ont tabassé pendant une nuit. Et miraculeusement, il en est sorti vivant. Mais ils lui ont tailladé les joues, il avait une paupière qui ne se fermait plus du tout, il l'avait un peu massacré, il en est sorti vivant. Et ce jour-là, on l'a appelé Lucky, parce qu'il a réussi, il revenait un peu d'entre les morts. Voyez, ça, c'est quelque chose que ne filme pas Francesco Rosi. Alors on se dit, mais pourquoi il ne filme pas ça? C'est toujours très important de se dire pourquoi on ne filme pas certains moments et d'autres. Enfin, je vous dis ça à chaque fois, mais le cinéma, c'est toujours autant ce qu'on filme pas que ce qu'on choisit de filmer. Et on se dit qu'il ne le filme pas, parce que s'il filme cette séquence-là, il va produire de l'affect. On va dire, oh là, le pauvre, il vient de là, il a vécu ça. Et il enlève ça. De la même façon, il ne filme pas la mort de la femme de Lucky Luciano. À la fin, on dit, depuis la mort de Gia, je ne vais pas très bien. Si on ne connaît pas l'histoire, on ne sait même pas de qui il parle. Hein, Gia, c'est la femme que a épousé Lucky Luciano avant d'être avec la call girl que vous voyez, qui est morte en 58, 4 ans avant lui. Et le côté abattu, a priori, un peu à la fin, d'accord, il est un peu malade, il est un peu voûté, etc. Mais le côté, mais en même temps, il a 65 ans, hein, Lucky Luciano, quand il meurt d'une crise cardiaque. Bah, ce côté un peu abattu, c'est dû aussi au fait qu'il a perdu sa femme. Ce qui fait, ce qui est assez drôle dans la direction d'acteur, c'est qu'on voit bien Francesco Rosi dire à Gianni Volonté, tu es un peu triste, abattu, à cause de la mort de ta femme, mais la mort de la femme, je ne la montrerai pas. Et ceux qui ne le savent pas ne le sauront pas. Voyez, et tout le film est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut remplir les blancs, se demander, etc. Mais tout ce qui pourrait produire une forme d'empathie avec lui, il le supprime. Ce qui est donc un drôle de rôle, relativement antipathique, un peu bizarre, un peu neutre en même temps. Voyez, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le film qui reste à Gianni Volonté pour s'exprimer, pour faire quelque chose d'un peu... il est extrêmement, totalement neutre. Jusqu'à la fin, moi j'adore la fin du film. Quand il reçoit, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, il meurt vraiment comme ça. Parce qu'à l'époque, évidemment Hollywood, forcément, s'intéresse à la vie de Lucky Luciano, veut filmer un biopic, l'histoire de sa vie. Et celui qui débarque là de l'avion, de l'aéroport de Naples, c'est l'assistant d'un réalisateur dont je ne connaissais pas l'existence, s'appelle Gareth Glassman, quelque chose comme ça, qui voulait filmer la vie de Lucky Luciano. Et c'est son assistant, à ce moment-là, qui vient porter le scénario de la vie de Lucky Luciano à Lucky Luciano. Et c'est lui qui vient recevoir, lorsqu'il dit, aujourd'hui vous avez prévu de recevoir un tel, effectivement, etc. Et j'aime beaucoup le plan sur la main. Vous voyez, quand Lucky Luciano met la main sur l'épaule de ce personnage-là, la musique de Piero Piccioni qui monte, et là, évidemment, on sent que c'est la fin. Et c'est vraiment, ça, encore une fois, c'est réel. C'est vraiment comme ça que Luciano est mort, quoi, tout simplement. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc, alors rendez-vous le mois prochain. On va faire un petit appel. Là, vous prenez une feuille de présence. Vous devez tous être là le mois prochain pour voir un film qui n'a rien à voir. C'est presque le contre-champ de ça, mais c'est tout aussi brûlot, subversif, étrange, bizarre. Et donc, c'est Rome à main armée, quoi. Si vous voulez, Roma à mano armata. Voilà. Passez une bonne soirée. Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.